Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de vos positions respectives. Salam alaikum, alléluia. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré dans une de ses conférences mémorables il n'y a pas très longtemps que le Burkina n'achèterait plus de blindés après les achats qui ont été effectués et que les blindés qui arrivent, après ça, il ne va plus jamais acheter de blindés. Ça étonne beaucoup d'Africains. Beaucoup en font leur petite moquerie, mais ils ne savent pas que c'est possible, alors que c'est possible. Très possible. Je vous l'ai dit, ça fait près de 40 ans que je vis aux États-Unis. Je vis à New York. À New York, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais faire beaucoup d'émissions dessus. Mais aujourd'hui, je veux que les gens comprennent que l'Afrique a tout pour réussir. Si Ibrahim a pu réaliser en 2 ans, moins de 3 ans, ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui au Burkina, ce qu'il dit, prenez ça au sérieux. Tiani est en train de rendre le Niger aux Nigériens. Il n'y a pas de fatalité. Goïta, aujourd'hui, est en train de rendre la fierté inouïe des Maliens aux Maliens. Les politiciens maliens, burkinabés, nigériens doivent aujourd'hui dégager la planchette. Ils doivent dégager aujourd'hui et laisser cette nouvelle génération d'Africains qui veulent rendre aux Africains ce que les Africains ont droit. C'est très possible. C'est très possible. Je vous dis, aux États-Unis, c'est pas sorcier. C'est pas du tout sorcier. Je suis arrivé aux États-Unis en fin 88. Mais en 91, j'étais copropriétaire des restaurants africains. Il va falloir que je parle de moi. Je vais commencer à raconter mon histoire, puisque ça va inspirer beaucoup de jeunes Africains. Beaucoup. Ça va beaucoup inspirer. Des jeunes Ivoiriens de la sous-région. Donc c'est possible quand on veut. Donc si Ibrahim le dit, donc c'est possible. Le Mali, le Burkina et le Niger, sans aide extérieure, et je répète ça beaucoup de fois aujourd'hui, faites attention, sans un petit sou de l'extérieur, sans un copain de l'extérieur, avec l'argent du Burkina, du Mali, du Niger, ces gouvernements sont en train de faire des choses extraordinaires. Pour le Mali, ce qui n'a pas été réalisé en 65 ans, Goïta est en train de le faire en peu de temps. Au Burkina, que les Ivoiriens n'ont jamais respecté parce qu'on a toujours pensé qu'ils sont très pauvres à cause de nos forêts, de nos plantations que les Burkinabés nous aidaient à cultiver. On a toujours cru que ces gens-là sont pauvres. C'est pas vrai. Les Nigériens, de même. Et aujourd'hui, je suis en train de prouver le contraire. Il faut oser. Ibrahim est en train de oser. Tiani est en train de oser. Alors Goïta,
qui a amené tout ça, le pionnier de toute cette révolution, est en train de faire de très 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 bons boulot au Mali. Il faut oser. Je suis arrivé en fin 88, en août 88, le 4 août exactement. Mais en fin 1991, dans les derniers 2000. Je suis arrivé fin 1988 et fin 1991, j'étais fondateur d'un restaurant qu'on appelait le Fantas, du nom de celle qui a initié et qui a accepté que je sois son associé. Et 3 ans après, j'ai ouvert mon propre restaurant à mon nom. Je veux que ce que je dis, si c'est vrai, c'est faux. Ceux qui ont des parents ici, à New York, dans les années 90, j'ai ouvert, moi seul, mon premier restaurant, en 94, restaurant Café Rokia. Rares sont les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, les Togolais qui n'ont pas mangé là-bas. J'ai eu l'idée, je vais tout expliquer. Il faut oser. Nous devons oser. Quand vous allez au Mali, au Burkina, au Niger, vous ne rencontrerez pas autant de Libanais qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Togo. Pourquoi? Les gens ne se posent pas la question. Les Libano-Syriens. Parce que quand nous étions petits, on en disait la boutique syrienne. Aller dans la boutique des Syriens. Ils se sont installés en Côte d'Ivoire il y a très longtemps. Ils ont osé. Ils n'ont pas voulu faire un autre boulot si ce n'est pas le trading, le commerce. À tel enseigne que, en Côte d'Ivoire même, d'autres pensent que ils sont faits uniquement pour travailler dans les bureaux. C'est comme mes condisciples BT. Le BT pense que lui, il est fait pour travailler dans le bureau. Le Sénoufo avant croyait que c'était l'armée, à cause du premier chef d'état-major. Les Sénoufos étaient nombreux, très nombreux dans l'armée, à cause de Thomas Dakin, Ouattara Thomas Dakin, voilà, c'est son nom. Les Malinqués se sont spécialisés dans les achats des produits. Aïcha, Gagnoa, Daloa, Abidjan et dans d'autres commerces. À telle enseigne que les autres ethnies ont pensé qu'eux ne pouvaient pas le faire. Aïcha, dans les années 60 à 70, tout le petit commerce, les petites boutiques du quartier étaient tenues exclusivement par les Nigérians qu'on appelait abusivement les Nango, les Anango du Nigeria. Et à partir de 70, ça s'est accéléré. Dans les années 80, c'est les Mauritaniens qui les ont remplacés. Et les boutiques Anango ont disparu complètement. Et ce n'est que les femmes Anango qui sont restées dans le commerce. Les boutiques ont disparu, mais elles sont restées dans le commerce. Des produits de beauté, des couches des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, elles ont le monopole de ce commerce-là. Je peux en citer autant. Et les autres ont toujours pensé qu'ils ne pouvaient pas.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. J'ai dit qu'au Mali, au Burkina, il n'y a pas assez de Libanais. Il y en a quand même. Au Burkina, il y a des Libanais qui font du gros truc là-bas. Mais pas trop au Niger. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Des pans entiers de l'économie est tenu par les Libanais. Et on leur fait toutes les faveurs. Et la corruption a fait des ravages. Ils corrompent beaucoup ces gars-là. C'est des grands corrupteurs. Les jeunes Libanais aujourd'hui, je m'en excuse, ils sont ivoiriens comme nous, mais ils sont d'origine libanaise. Mais c'est des grands corrupteurs. Donc à telle enseigne que l'Ivoirien même pense que lui ne peut pas faire le commerce. Donc quand Ibrahim dit que le Burkina va fabriquer ses blindés, je prends ça pour imager, pour que les gens comprennent que le commerce, il n'y a rien de tel. Le commerce a toujours existé. Les grands explorateurs avaient de grands commerçants parmi eux. Ce que je veux que la jeunesse aussi comprenne, nous devons nous inspirer de ça et rentrer chez nous, aller créer des choses. Les jeunes aux États-Unis, quand ils viennent, on vient avec des idées très pauvres, très pauvres. Je vais vous citer des choses qui vont vous édifier. Quand je suis arrivé en 88, fin 88, nous étions tous à la 110. 110, 55, 110. Street, Westside, Lenox Avenue. Et puis, les grands frères, ce building-là, c'était uniquement les Ivoiriens, les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens, on se connaissait. Uniquement. C'était d'abord les Américains noirs qui habitaient là, on les a tous fait partir à cause du bruit. Ils n'aimaient pas le bruit des Africains. Et quand les grands frères ou bien mes amis parlaient, j'entendais certaines choses qui vont vous édifier. Il y a des amis, en ce moment ils sont venus aux États-Unis, et tout ce qu'eux demandaient au bon Dieu, et ils le disaient, ce que je demande au bon Dieu, si j'ai pu faire partir mon père à la Mecque, c'est fini. C'est tout ce que... C'est-à-dire, lui, son aventure s'arrêtait à ça. Si j'ai pu faire partir mon père à la Mecque. D'autres, si j'ai pu faire partir ma mère à la Mecque. D'autres, si j'ai pu faire partir mes parents à la Mecque, c'est fini. Il est bloqué. Lui, il peut rentrer. D'autres étaient plus ambitieux. Puisque l'immense majorité des Ivoiriens aux États-Unis, en ce moment, c'était des analphabètes. C'est des gens qui conduisaient le Baga en Côte d'Ivoire, qui étaient apprentis de Baga les Nyambro. C'est cette corporation qui a vraiment ouvert les yeux, qui est venue en grand nombre. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais aller au fur et à mesure. Et voilà la pensée de ces gars. Et maintenant, ceux qui étaient plus ambitieux disaient quoi? Si j'ai pu, mon séjour américain me permet, si mon séjour américain me permet d'avoir le prix d'un Baca, ou du moins la SAFCA, la société qui permet d'avoir le Baca, si je peux au moins avoir le prix d'un ancien Baca, de seconde main, de troisième main, Dieu aura tout fait pour moi. Et ils associaient toujours Dieu.
Donc lui, c'était le but de son voyage aux États-Unis. Et d'autres, minoritaires, bien sûr, si j'ai pu avoir l'argent, rentrer, me marier, Allah, Dieu, Alléluia, Alhamdulillah, Dieu aura tout fait pour moi. Voilà un peu la pensée des gens en ce moment. Et la grande majorité, et gare à toi, j'en ai fait les frais. Si tu essayais de dire que tu vas acheter une maison ici, mes tuteurs, le plus grand frère parmi mes tuteurs, quand je lui ai dit que je voulais ouvrir mon restaurant, il a fait à peu près 3 mois, il ne me parlait plus. Parce que pour lui, c'était, je ne sais pas comment on appelle ça, dans, je pense que c'est malédiction, voilà, comme si je suis un maudit. Donc moi, je veux venir m'installer dans ce pays, ouvrir un restaurant, et quand est-ce que j'allais repartir en Afrique? Mais tu es maudit. Voilà comment le grand frère, il est là toujours d'ailleurs, bon, on en parle souvent. Je veux que les gens comprennent. Ça dépend des communautés. Et ça, c'était ma communauté à moi. Et la communauté malienne avait ses réalités. La seule communauté qui venait et qui travaillait mais qui n'avait pas d'ambition de retourner, c'était les Burkinabés. Et ceux-là avaient l'ambition d'ouvrir quelque chose, de faire quelque chose, mais ils ne savaient pas comment. Les Maliens aussi, mais les Maliens voulaient retourner au Mali. J'ai beaucoup d'amis qui sont retournés au Mali parce qu'ils sont venus sans ambition. Et j'aimerais que la jeunesse soit ambitieuse. La jeunesse doit être ambitieuse. Je vais faire du coaching. Il n'y a pas de fatalité, tout le monde peut réussir. Le président Trump a cru en ses chances. Il a osé et il est où il est. Il n'a pas fait de grandes études. Donc, il n'y a pas de fatalité à vouloir dire que je peux faire ça, je peux faire ceci, je peux faire cela. Maintenant, pourquoi réellement je suis venu aux États-Unis? Ça a été une chance. Je visais l'Allemagne parce que j'ai fait le cours Puget. J'ai fini le cours Puget en 81. Après mon bac, non, 81. J'ai fait le bac G2, auquel j'ai échoué. Et je ne voulais plus aller à l'école. J'avais la possibilité d'aller obtenir mon bac. Mais j'ai toujours voulu m'installer à mon compte. Et je me disais que c'était une perte de temps. Parce que j'ai eu un ami haïtien, Sikiro, dont le père était un Nigérian, les Anago dont je parle. Son père avait une grande boutique. Et son père lui a donné de l'argent pour ouvrir son business. Il était mon intime. Et j'ai vu ça. Mais la personne qui m'a d'abord inspiré, c'est ma propre mère. Elle était la seule commerçante de ma famille haïtienne. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et quand j'ai fait le bac, dans ma famille,
Mes autres frères sont tous, sans exception, ils sont devenus fonctionnaires. Je ne vais pas citer les fonctions ici, mais on m'a combattu. J'ai été combattu jusqu'au dernier retranchement. Simplement, personne ne m'a écouté. Parce que j'ai dit que je voulais faire le commerce. Parce que j'ai dit que je voulais faire le commerce, on m'a mis au banc des accusés. J'en ai souffert. Je vais dire ce que j'ai eu à faire après. Mais la déception m'a amené aux États-Unis. C'est ça l'Africain. Donc si Ibrahim dit qu'il peut faire fabriquer des blindés, il peut le faire. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Personne n'a le monopole de pouvoir fabriquer quelque chose. Nous avons des inventeurs. Il y a trop d'inventeurs africains, mais qui ne sont pas aidés. Mais il y a de ces inventions que les gens... Mais ce n'est pas possible. Mais qui ne sont pas aidés. C'est mon cheval de bataille actuellement. Mais au Burkina, ils sont en train d'aider les inventeurs aujourd'hui. Il y a un monsieur qui a fait un truc pour tisser, pour le tissage. Au Congo, il y a un qui a fait un truc qui peut marcher sans carburant. Aux États-Unis, nous sommes combien? On est très nombreux. Au lieu de rester, on peut aller. L'Afrique, c'est un terrain vierge. Au Mali, le Mali est vierge. Le Mali, il y a beaucoup à créer au Mali aujourd'hui. Mes amis maliens, je leur dis, il suffit que, bon, si vous avez, bon, c'est bien d'avoir les papiers, c'est une garantie. Si vous avez les papiers, pensez à quelque chose à aller créer au Mali. Ceux qui ont les papiers aussi, la Côte d'Ivoire est un terrain vierge jusqu'à aujourd'hui. Mon âge ne me permet pas aujourd'hui de réaliser ce que je veux réaliser. Mais je suis en train de faire de telle sorte que mes enfants s'y lancent. Mon premier fils, qui est super adomouton, il voulait absolument être fonctionnaire. Je l'en ai dissuadé. Je lui ai dit non. Dieu merci, il est en train de m'écouter. Tu peux réussir autrement. Tout le monde, l'État ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Il n'y a aucun État. D'ailleurs, aux États-Unis, les gens qui travaillent pour le fédéral, il n'y en a pas beaucoup. Je prends cet exemple-là aux États-Unis, les fonctionnaires, non. Tout est au maître des opérateurs économiques. Tout, sans exception. Il suffit de le faire en Afrique et puis bon, on va avancer. Il y a un parc à côté de moi ici. Mais le parc a été fermé pendant près de 1 an pour installer des WC à l'intérieur. Mais le parc rapporte. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet, le jour d'indépendance des États-Unis. Bon, moi, je suis dedans, en train de faire ma conférence. Mais tous les parcs sont pleins à craquer aujourd'hui. Tous les parcs. Et Dieu seul sait que les États-Unis ont créé des parcs. En Côte d'Ivoire, ça n'existe plus. Il y avait un seul parc à Abidjan qui était au plateau. Mais il n'existe plus. On a tout vendu. Les gens n'ont jamais pensé à leurs enfants au lendemain. Le seul pays où je vois un peu de parc aujourd'hui, c'est au Burkina, que le maire Simon Compaoré a bien voulu installer et qu'ils appellent aujourd'hui au Burkina des jardins. Il y a ça aujourd'hui au jardin. Il y a des jardins au Burkina. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les villes, mais à Ouaga est plein de jardins.
Mais c'est des parcs. Et c'est confié à des restaurateurs. Donc il faut avoir une ambition. Nous, notre génération aux États-Unis, l'ambition était limitée. Si j'ai pu envoyer mon père à la Mecque, si j'ai pu m'acheter une dîner, si j'ai pu avoir l'argent pour aller me marier, mais ces gens-là, c'était ça notre génération. Mais dans le cas contraire, si on était ambitieux, je vous le dis, chers abonnés, chers subscripteurs, ceux qui m'aiment, je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Harlem, le quartier noir qui s'appelle Harlem, comme on peut le prononcer, Harlem. Harlem, aujourd'hui, les Blancs l'ont récupéré. Nous, les Noirs, on pouvait acheter Harlem. Nous, les Africains, on pouvait acheter Harlem. Je vous le dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire. Les gens de ma génération aux États-Unis. Harlem, quand nous sommes arrivés, toutes les maisons avaient été brûlées à cause de la drogue. Et les Blancs ont tout fait pour, le crack et autres. Les gens étaient squelettiques. On a vu de ces choses à Harlem, vous ne pouvez pas croire. Toutes les maisons presque étaient brûlées. À 95%, Harlem était brûlé. Personne ne s'aventurait à Harlem. Aucun Blanc ne s'aventurait à Harlem. Les maisons de Harlem, je me suis renseigné dans ce temps, jusqu'à dans les années 98, il suffisait d'aller au ministère qui s'occupe de ça, un franc symbolique, on te donnait une maison. Et on te remettait un papier qui te permettait d'avoir un crédit à la banque pour venir restaurer cette maison abandonnée. Les Brownstown. Je vous le dis. J'étais marié à une Américaine avec sa fille, sa première fille. Eux, ils avaient cherché à avoir une maison, mais leur crédit n'était pas bon. Et moi, j'avais un très bon crédit. Donc, sa fille lui a dit, mais maman, pourquoi tu ne mets pas le nom de ton mari? Elle a dit, c'est un Africain, il dit qu'il va rentrer. Il ne veut pas rester, il va rentrer. J'ai dit, ma chère, moi, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, donc je ne suis pas prêt à rentrer. Elle a mis mon nom. Et c'est ainsi que j'ai pu acquérir pas un, mais 2 appartements à Manhattan. Presque, je peux dire aujourd'hui, cadeau. L'un de mes appartements aujourd'hui, le prix des ventes, si je veux vendre aujourd'hui, c'est 1,3 million$. Et les Juifs sont venus tout acheter. Ils ont tout acheté. Et aujourd'hui, regardez Harlem, on est locataire. En 88, un appartement à Harlem coûtait, si c'est trop, $500. Et là, c'était rare. C'était très rare de voir un appartement de $500. Et aujourd'hui, un appartement à Harlem aujourd'hui, le minimum qu'on te demande, c'est $3,000. Et nous avons laissé ça échapper. Je fais cette conférence pour dire que Ibrahim a raison, il doit faire fabriquer les blindés chez lui.
La Côte d'Ivoire, on peut faire fabriquer beaucoup de choses chez nous. Au Mali, au Togo, au Bénin. Mais c'est des choses que nous négligeons. C'est des choses aussi que nos gouvernements ne nous encouragent pas à faire. Tout simplement, aujourd'hui, je vous le dis, parce que les Blancs ne veulent pas qu'on s'affranchisse d'eux. Les Arabes se sont affranchis d'eux. Hein. Les Asiatiques se sont affranchis d'eux. Il n'y a que nous aujourd'hui. Et on ne veut pas qu'on s'affranchisse. On doit rester des consommateurs éternels. Des éternels consommateurs. Voilà ce qu'on nous demande en Afrique. Et c'est pourquoi les pays du Sahel, aujourd'hui, ont de sérieux problèmes de terrorisme. Ils n'avaient pas ça avant, mais ils en ont aujourd'hui. Mais Dieu merci que Goïta existe avec ses amis, Tiani et ses amis, Ibrahim et ses amis. Et bientôt, j'espère bien, la Côte d'Ivoire va les suivre. Le Bénin va les suivre. Ça, c'est clair. Tôt ou tard, je pense que le Bénin va les suivre. Seul le Togo fait de la résistance. Pour combien de temps? Je n'en sais rien. Bon, maintenant qu'il n'y a plus rien à acheter ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller investir chez nous. Nous pensons qu'investir, ça prend beaucoup d'argent. Souvent, ça prend pas autant d'argent. Il ne faut pas croire qu'avec une grande somme, on peut commencer un business. Non, chaque business a un level. A un level avec lequel tu peux commencer. J'ai fait beaucoup de coaching quand je vais en vacances. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'ai aidé à avoir leur propre truc en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer des noms, j'aimerais qu'eux-mêmes ils se montrent un jour. J'aide beaucoup les gens quand ils veulent être free. Moi, j'ai été combattu parce que j'ai pas voulu être fonctionnaire, j'ai été vraiment combattu. J'ai été trop combattu. Ça doit faire... c'est un sujet que je vais aborder dans une de mes émissions. Aujourd'hui, je viens en vrague, voilà, aller là, bon, voilà. Et puis, voilà. Les jeunes, la jeunesse, je ferai du coaching, je vais vous aider à réussir dans tous les domaines. Il n'y a pas de fatalité. Croyez en vous. Vous avez tout en vous. Croyez en vous. Et puis, je veux que les jeunes voient, chaque jeune a un don pour quelque chose. Et c'est ce qu'il faut exploiter en fait. Il faut exploiter le don que Dieu vous a pourvu. Mon dernier fils, il a 17 ans. Il est né autiste. Autiste. Mon fils est né autiste. Dieu merci, Sama et moi, on a beaucoup travaillé là-dessus. Nous voulions qu'il fasse du basket. Après, on voulait qu'il fasse du football américain, un sport. Mais notre fils, étant autiste, sa réflexion ne lui permettait pas. Il ne peut pas jouer en équipe. C'est malheureux, hein? On en a souffert. Mais Dieu merci. Il est allé dans une école et sachant que voilà ce que ses parents souhaitaient, il s'est mis lui-même, sans que nous le sachions,
Quand il allait au lycée, il s'est mis à l'athlétisme. Eh bien, dis donc, la deuxième année. Mais aujourd'hui que je vous parle, nous avons plus de 40 à 45 médailles de toutes sortes. Il a tout glané. Et il a été tellement bien. Et académiquement aussi, il était bien. Il est resté, il est devenu premier. C'est lui qui a fait le discours de son école. Nous avons tout avec nous. Et je ne le dis pas pour quelque chose, je le dis pour motiver mes frères. Il a fait le discours de son établissement il y a 2 semaines. Et où on l'a affecté? Dans l'école qui produit les athlètes olympiques américains. À Tennessee, Vanderbilt. Mais c'est pas nous, c'est lui. Il a voulu. Et il a excellé là-dedans. Nous, ce qu'on voulait qu'il fasse, il ne pouvait pas le faire. Mais il s'est dit, ben tiens, si mes parents veulent que je fasse ça, à défaut, voilà ce que je peux faire. Et il l'a fait, et aujourd'hui, voilà où il est. À 17 ans, il s'en va à l'université. Waouh! C'est une fierté. Il a fallu qu'il ait des parents aussi qui le motivent. Parce que aussi, nous, les parents africains, nous ne motivons pas nos enfants. Il faut les motiver. Ils ont besoin de modèles, role models. Ils ont besoin de modèles. Et nous devrons être des modèles pour nos enfants. Moi, je suis handicapé depuis combien d'années maintenant? Mais il a fait tout le cycle du lycée. Mais attends. Avant de partir le matin, quand ça m'en sort très tôt, c'est lui qui s'occupe de moi, de ma nourriture, tout. Voilà l'éducation qu'on lui a donnée. Maintenant, quand je vois en Europe, qu'on dit qu'en Europe, en France, aux États-Unis, qu'on ne fera pas un enfant, écoutez, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi qui suis assis, je suis bien placé pour le dire, c'est du n'importe quoi. Ma fille qui est aujourd'hui cinéaste, producer directeur, quand elle avait 8 ans, je suis allé dans son école un jour, avec ma ceinture, et je l'ai chicoté. Son institutrice voulait aller voir le principal pour appeler la police. Et le principal lui a dit, tu appelles la police, tu ne travailleras plus ici. Il est venu corriger sa fille qui t'a manqué de respect. Oui ou non, cette petite-là t'a manqué de respect? Elle dit, oui, elle m'a manqué de respect. Ben, tu as peur de la police parce qu'il a corrigé à ne plus refaire. Elle s'est excusée et elle ne l'a pas fait. Mais moi, la police pouvait m'arrêter, mais j'avais ma défense prête dans ma tête. Parce que quand j'ai frappé ma fille, je lui ai dit, mais ta maman est enseignante. Si ce que tu as dit à cette dame, quelqu'un dit ça à ta promesse, tu vas l'accepter? Elle dit non, papa. Et elle n'a plus jamais fait. Elle n'a jamais redoublé. Et elle a eu son diplôme haut la main. C'est l'éducation qu'on doit donner. Quelle était ma défense au cas où la police me prenait? J'allais leur dire, vous vous en prenez aux faibles. Parce que je suis faible, mais je suis venu de l'Afrique. En Afrique, nous avons notre manière d'éduquer. J'ai été éduqué d'une manière, je suis venu avec cette éducation ici. Mes enfants seront éduqués de cette manière, que vous le voulez ou pas. C'est les États-Unis. Mes avocats m'auraient aidé dans ce sens.
Parce que il y a un quartier juif à New York. Il est situé à Brooklyn. Vous arrivez dans le quartier des Juifs à Brooklyn. Ils ont leur quartier, hein. Vous arrivez dans le quartier des Juifs. Les policiers sont juifs. Tous les policiers sont juifs. Les écoles sont juives. Les enseignants sont juifs. Et ceux-là ne bandinent pas avec l'éducation. C'est des notoriétés publiques. Tout le monde le sait. Eux chicotent les enfants comme ils le veulent. Et personne ne peut lever le petit doigt. Au su et au vu de tout le monde. J'ai une chance, je suis éduqué, je suis très cultivé. C'est des choses que je sais. Je me suis renseigné. Je conduisais du taxi, j'allais dans ce quartier-là. Et j'ai causé beaucoup avec les Juifs. Donc ce quartier existe à Brooklyn. Et nous autres, Africains, ah non, c'est des enfants américains, on ne les fera pas. Ah, ils sont américains, c'est du n'importe quoi. C'est une fuite devant nos responsabilités. C'est une fuite. En tout cas, moi, j'ai éduqué mes enfants de cette manière. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, alléluia. Alhamdoulilah, alléluia. J'encourage les Africains à bien éduquer leurs enfants. C'est nous qui les avons mis au monde. Nous devons leur laisser des bonnes éducations, des bonnes manières de faire. Pas le contraire. Donc voyez-vous, c'est tout un ensemble. L'Afrique peut réussir. L'Afrique peut réussir. Nous pouvons réussir. Les jeunes générations, vous pouvez réussir, vous avez la chance extrême de vivre aujourd'hui les changements. Vous êtes allés ou vous allez dans les mêmes écoles, vous avez les mêmes niveaux et plus même. Parce que vous avez votre éducation africaine, plus leur éducation. Vous pouvez réussir. Rien ne doit pouvoir vous arrêter. Donc, à Agui, je suis d'accord avec le président Ibrahim de ne plus importer des blindés. Aujourd'hui, le Burkina importait la totalité de son antiquité de la Côte d'Ivoire. Et quand Alassane et son gouvernement ont interdit, Ibrahim a dit quoi? Il va faire de telle sorte que quand la sanction doit prendre fin, il n'est plus des possibilités d'importer, il n'est plus envie d'importer et ils ne vont plus importer. Et aujourd'hui, ils n'importent plus. Et s'ils importent, ça doit être une petite minorité de... Bon, pas minorité, une petite quantité. Le blé pousse là-bas aujourd'hui. Il a inauguré une usine de blé. Et nous, on nous a formaté, quand nous étions petits, que le blé ne pouvait marcher que chez eux. Et on a cru, nos parents ont cru. Aujourd'hui, nos enfants ne doivent pas croire à ces gens des choses, à ces gens de balivernes. Nous, on nous a fait des lavages de cerveau. Vous avez vos cerveaux libres. Vous êtes des hommes libres aujourd'hui dans des espaces libres. La liberté que vous devez maintenant acquérir,
c'est la souveraineté de vos pays. Nous, on dit Dieu merci d'avoir cette longue vue-là aujourd'hui, de voir cette transformation, de voir l'Afrique aujourd'hui devenir souveraine. L'indépendance n'a jamais été une indépendance souveraine. Notre économie n'a jamais été une économie souveraine. Nos pensées n'ont jamais été souveraines. Même les livres que nous lisions étaient des livres importés. Je remercie Dieu. Mais pour me sévrer, ça a été difficile. Je me suis sévré difficilement. Je lis beaucoup. Depuis un certain temps, je ne lis que les auteurs africains. Dès les années 2000, j'ai changé de lecture. Je ne lisais plus que les mémoires. Mais il y a combien d'Africains qui écrivent leurs mémoires? Il n'y en a pas assez. Les quelques mémoires d'Africains que j'ai lues, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ces mémoires m'ont beaucoup aidé. Mais je lisais les mémoires des Blancs. Mais ça ne pouvait pas m'aider. Bon, j'étais impressionné par ce qu'ils ont traversé. Mais je vais vous prendre l'exemple de Lamizana, Sangoulé Lamizana, de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Quand les 3 tomes, ou bien les 2 tomes de ces mémoires sont arrivés sur le marché, j'ai été l'un des premiers à les acheter. J'en ai acheté une fois pendant un de mes séjours là-bas, presque une dizaine de cette collection que j'ai fait distribuer à des amis qui n'ont jamais lu. Comment vous pouvez croire à ça? Pourtant, quand tu lis ce tome, tu es inspiré. Tu peux inspirer tes enfants, tu peux inspirer ton entourage. Je m'en inspire toujours. Parce que un danseur de Goumé, Goumé c'est une danse traditionnelle au Voltaire et puis Djoula, tout ça. Un danseur de Goumé qui est devenu président. C'est extraordinaire quand vous le disiez ça. C'est extraordinaire. On nous a fait un lavage de cerveau et aujourd'hui, vous les jeunes, vous n'avez pas eu ce lavage de cerveau. Vos parents, vous devez être différents de vos parents qui négligent l'éducation. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en Occident, je vous en prie, ne dites pas que vous êtes en Occident et c'est pourquoi vous... Non, non, non. L'Occident n'a rien à voir. Nous devons prendre ce qui est bien en Occident et laisser ce qui est mauvais en Occident. On a beaucoup de bien dans notre culture. Beaucoup, beaucoup de choses bien dans nos cultures. Mais nous avons tendance à copier aveuglément les Blancs. Ça doit s'arrêter. Yes, ça doit s'arrêter. Bon, je crois que je vais continuer jusqu'à 2 heures du temps, c'est pas la peine. Je vais pouvoir m'arrêter là. Mes abonnés, faites en sorte que j'ai encore plus d'abonnés. Abonnez-vous. Partagez. Mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Remplissez de cœur. Partagez. Dites à vos amis de vous abonner. Je crois que j'ai besoin de cet encouragement.
vos messages me vont tellement droit au cœur que je me suis permis de faire cette sortie aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec Alassane Ouattara, qui n'a rien à voir avec la politique africaine. Ben, c'est un peu ma vie, et puis bon, un mélo-méla. Voilà, un mélo-mélo, bon, j'ai fait un peu de mélange. C'est une sorte d'éducation. Je vais le faire de temps en temps. Vous serez édifiés, vous serez très édifiés au fur et à mesure. Et vous serez beaucoup édifiés. Vous allez beaucoup apprendre des petits trucs que je vais vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent souvent que je fasse cette dissertation. Donc, portez-vous bien. Partagez, abonnez-vous, faites abonner vos amis. Assez de cœur. On me demande de le faire, je n'en sais rien, je le dis. C'est une mission. Salam alaikum, shalom, merci.